Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette session sur le rôle des diasporas africaines comme catalyseur d'investissement et d'innovation en Afrique et en Europe. Je suis Sima Mati, je suis chef de projet Meet Africa chez Expertise France et j'ai le plaisir d'animer cette session. Donc pour rappeler un petit peu le contexte, donner quelques éléments sur cette thématique, on estime à près de 200 millions le nombre de personnes issues des diasporas africaines à travers le monde. Chaque année, elle transfère plus de 95 milliards de dollars vers le continent, donc un montant qui est bien supérieur à l'aide publique au développement, plus du double de l'APD. Donc on voit l'importance que joue l'importance du rôle économique des diasporas africaines dans le développement du continent. Donc il y a la question bien sûr des transferts de fonds qui est connue, mais l'enjeu c'est de voir surtout comment on oriente maintenant ces fonds-là vers des investissements productifs. Les diasporas, elles entreprennent aussi. On a des entrepreneurs de la diaspora et à travers les entreprises qu'elles créent de l'emploi, elles créent de la valeur, elles créent de l'impact et surtout elles innovent, elles développent des solutions innovantes pour répondre à des problématiques socio-économiques qui existent dans les différents pays d'intervention sur le continent. Les diasporas, donc elles entreprennent, elles transfèrent des fonds, elles investissent de plus en plus. Donc elles commencent à s'organiser en associations de business angels, en sociétés fonds d'investissement, on pourra le voir aussi pendant la session. Donc elles ont vraiment un rôle, encore une fois, moteur dans le développement économique et on essaye à travers différents programmes de la coopération internationale d'accompagner ce mouvement, d'accompagner cette dynamique. Et les acteurs publics ont bien compris, les acteurs publics africains, l'enjeu, le levier que constituaient ces diasporas pour eux, pour le développement de leur pays. Et donc, il y a de plus en plus de politiques publiques qui sont mises en place pour mobiliser ces diasporas, pour en faire des vrais leviers de développement, pour mobiliser à la fois leurs compétences, leurs ressources, donc encore une fois, capacité d'investissement, capacité de création d'entreprises, au bénéfice d'un co-développement entre nos deux continents, l'Afrique et l'Europe. Donc à travers cette session, nous allons explorer 3 angles complémentaires. Les stratégies institutionnelles qui permettent de canaliser les transferts de la diaspora vers des investissements productifs, les mécanismes financiers qui inspirent confiance et facilitent l'investissement, et enfin le parcours d'une entrepreneur qui construit, qui développe son projet sur le double espace, sur les 2 continents. Donc, je présente nos 3 intervenantes que nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui. Madame Nadjati Swadiki, directrice générale de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement de l'Union des Comores. Merci beaucoup d'être avec nous. Madame Philippine Debrevant, donc responsable du développement groupe au sein de Jade Holding, donc une holding qui comprend notamment Siwara Capital, qui est vraiment une société d'investissement portée par des investisseurs de plusieurs pays de la diaspora africaine, et Madame Justina Sidi, entrepreneur qui est comorienne, qui a développé un projet, comme je le disais, donc, entre les 2 continents et qui est CEO de Data Consulting KM. Donc merci encore une fois à toutes les 3 d'être avec nous pour cette session qui nous permettra donc de croiser les regards, d'avoir à la fois le regard des acteurs publics, des investisseurs et aussi le regard d'une entrepreneur. Voilà. Je ne serai pas plus long dans l'introduction. Nous vous proposons une première séquence sur les stratégies institutionnelles de mobilisation de la diaspora avec vous, Madame Swadiki. Nadjati, vous qui êtes en première ligne lorsqu'il s'agit de créer des ponts entre la diaspora et l'investissement productif, concrètement, pourriez-vous nous dire comment l'Union des Comores œuvre-t-elle pour canaliser les fonds de la diaspora vers des investissements productifs ? Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, je suis à la tête de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui est un établissement public situé par l'Union des Comores pour promouvoir la destination Comores auprès des investisseurs et faciliter également l'investissement pour ceux qui s'intéressent à la destination Comores et qui décident de s'y implanter. On a été institué depuis près de 2 décennies bientôt. Et ces dernières années, il y a un espèce de mouvement qui est très, très, très positif et que nous encourageons. Et on ressent un intérêt croissant de la diaspora pour l'investissement. Vous l'avez dit, vous avez donné des chiffres. La diaspora transfère énormément de fonds aux Comores. Ça représente, selon les chiffres officiels, 20% du PIB. Certains disent 30% si on intègre les transferts informels. Donc c'est énorme.
Et donc, il a fallu faire coïncider cet intérêt croissant de la diaspora pour impacter le territoire du pays d'origine et la capacité de leur offrir des solutions qui leur permettent de faire de cet intérêt, de transformer cet intérêt, comme on le disait, en investissement productif ou en tout cas un moyen de contribuer au développement. Donc la question qu'on s'est posée, c'est nous avons une offre, nous avons des stratégies pour promouvoir la destination, pour faciliter les investissements, mais comment faire pour s'assurer que cette offre-là, ces outils soient connus de la diaspora et soient adaptés à notre diaspora. Donc pour ça, on a mis en place un certain nombre de choses. On n'y est pas allé seul, hein. Vous êtes chef de projet chez Expertise France. Alors nous aussi, depuis environ 5 ans, donc on s'est fait accompagner par plusieurs programmes. Donc notamment un premier programme donc financé par l'Agence française de développement, exécuté par Expertise France, qu'on appelle tout simplement le projet Diaspora. Il a un nom un peu plus complexe, mais on l'appelle le projet Diaspora, et auquel va se succéder un autre projet financé par l'Union européenne. On lui a donné un nom comorien, c'est le projet Wamanga Wa Comore, donc qui veut dire c'est la diaspora comorienne. Et grosso modo, pour pas rentrer dans les détails, mais ce que ça nous a permis de faire déjà, c'est je dirais de mieux connaître cette diaspora. Je pense que ce serait un tort de croire que toute cette manne financière qui transite sous forme de transfert de fonds peut se transformer en investissement productif. C'est important de pouvoir identifier parmi la diaspora celle qui a un profil d'investisseur, qui peut adopter un profil d'investisseur, celle qui veut entreprendre aussi, on l'a dit. Donc mieux la connaître, savoir où elle est pour lui parler. On est à Emerging Valley, je pense que c'est important de parler de l'importance du digital. La diaspora est éloignée des territoires des pays d'accueil. On a fait en sorte d'accroître notre présence là où se trouve la diaspora, c'est souvent sur les réseaux sociaux, en ligne. On a pu, à travers notamment les projets dont je parlais, et on est en cours encore de cette démarche, développer des portails, des plateformes en ligne d'information vis-à-vis de la diaspora pour faire connaître quels sont les dispositifs d'accompagnement qui existent, quels sont les produits qui existent, qui sont les acteurs de l'écosystème également qui peut les accompagner pour pouvoir investir dans le pays. Ça, c'est un élément qui est central et qui est extrêmement important. Aussi avoir un discours qui leur est consacré, qui leur est dédié, et avoir des espaces qui leur sont réservés. Je pense à ces guichets diaspora qui sont, à notre sens, très importants, que la diaspora sache à quelle porte frapper. Nous, on a pu structurer l'offre à destination de la diaspora qui est développée par un certain nombre d'interlocuteurs. Nous, l'Agence pour la promotion des investissements, mais on a aussi un commissariat à la diaspora aux Comores qui est un interlocuteur dédié pour ce public-là et qui a été accompagné, structuré, et qui continue de l'être pour pouvoir s'adresser à ce public et offrir un certain nombre de choses. Ce que je dirais peut-être avant de revenir et pour pas monopoliser la parole, c'est vraiment l'importance également de donner accès à l'information sur l'existant. Je le dis à chaque fois que je le peux. Souvent, en réalité, on n'a pas toujours besoin de tout recréer. Il existe des dispositifs d'accompagnement, d'investissement, etc. dans nos différents pays, mais qui sont méconnus de ce public. Et il faut s'assurer que l'information soit accessible. Il faut s'assurer que le lien puisse se faire avec la diaspora pour qu'ils puissent être au fait et informés de ce qui existe et des opportunités qu'ils peuvent saisir dans le pays. Et peut-être je rajouterai un point crucial aussi, c'est rapprocher les acteurs également de la diaspora. Et je pense que Justina le fera très bien, elle parlera de ce qu'est l'accompagnement dans le double espace. Je pense qu'une des forces aussi du projet Diaspora, ça a été de pouvoir sélectionner des incubateurs présents en France, par exemple, qui travaillent conjointement avec des incubateurs installés aux Comores, et que l'accompagnement puisse commencer dès ce qu'on appelle le pays d'accueil, en tout cas le pays de résidence de la diaspora,
pour pouvoir faire maturer les projets sans avoir forcément à faire à chaque fois, pour nous c'est 10 000 kilomètres, quand on parle de la diaspora comorienne, c'est plus de 10 000 kilomètres à parcourir. Donc la distance, c'est vrai qu'on est aux portes de la Méditerranée, mais la distance est quand même assez grande à faire, et ça aussi c'est une force. Donc globalement, faire en sorte que l'offre arrive, se rapproche de la demande qui est celle de la diaspora, identifier les besoins et y répondre en étant mieux connecté à elle et plus proche d'elle. C'est ce qu'on a pu mettre en place ces dernières années au Comores. Merci beaucoup Nadjati pour ce témoignage et cette intervention. Je me tourne maintenant vers vous, Philippine. Donc, vous travaillez sur des mécanismes d'investissement innovés, pensés pour et avec la diaspora. Je pense notamment à Siwara Capital. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales barrières qui empêchent la diaspora d'investir davantage dans les PME et startups africaines? Et voilà, pour être plus positif, plutôt que parler de barrières, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui permettrait, selon vous, de favoriser cette dynamique? Merci. Merci beaucoup, Sima. Bonjour à tous. Merci pour ce panel. Alors, effectivement, j'ai participé à la création de Siwara Capital, qui est une société d'investissement à l'initiative de la diaspora. Et pour créer cette société d'investissement-là, on a beaucoup étudié ce qui pouvait favoriser l'investissement de la part de la diaspora dans les entreprises qui sont basées sur le continent africain. Il y a 3 éléments notamment qui nous ont marqués dans ce que la diaspora pouvait énoncer, qui ne sont pas les seuls, mais qui sont les points assez marquants. C'est déjà la sensibilisation à l'investissement. Qu'est-ce que c'est l'investissement en capital dans une entreprise? Comment ça se structure? Qu'est-ce que ça peut apporter? Quels sont les risques? Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est l'accès à l'information, vous en parliez. Savoir quelles sont les entreprises qui ont besoin d'investissement, donc connaître le deal flow en quelque sorte. Connaître aussi les entreprises qui sont structurées pour permettre d'investir. Donc quels sont les fonds, est-ce qu'ils sont ouverts à tout type d'investisseurs ou pas. Et ça, c'est vraiment cet accès à l'information-là, il est précieux, et donc on a besoin de renforcer la visibilité de ces entreprises. Et la dernière chose, c'est le besoin de transparence. La diaspora nous a évoqué le fait d'avoir besoin de savoir dans quoi était investi l'argent, à quoi il servait, quel était le budget qui était utilisé pour mettre ça en place, comment vraiment c'était structuré. Et donc nous, on œuvre pour pousser ça, pour pousser ces 3 éléments-là notamment, et faire en sorte que ça crée une émulation de l'écosystème, aller chercher l'investissement de la diaspora pour qu'il soit directement investi et qu'il soit vraiment productif. Merci beaucoup Philippine. Je me tourne vers vous maintenant, Justina. Donc, vous êtes notre entrepreneur sur ce panel. Vous avez été soutenu notamment par le programme Diaspora Comores, qui était mentionné par Nadjati un peu plus tôt. Donc, projet financé par l'AFD, mis en œuvre par Expertise France. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience et nous dire ce qui vous a motivé à développer un projet entre votre pays d'accueil, comme on disait, votre pays d'origine, voilà, entre la France et les Comores, et nous parler un petit peu plus aussi de votre entreprise. Merci. Est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que vous avez retenu la somme que la diaspora a envoyée en Afrique en 2024? Je ne sais pas si vous avez retenu, mais c'est plus de 95 milliards de dollars. Est-ce que vous savez les frais de transfert qu'a engendré ces 95 milliards de dollars? À votre avis, quelle est la part qui a été réservée pour l'investissement productif? C'est vraiment la réponse à toutes ces questions qui m'a motivée à entreprendre entre l'Europe et l'Afrique. Moi, c'est Justina Sidi, j'ai 26 ans, je suis diplômée en intelligence artificielle. Je suis cofondatrice de Comores en ligne, CEO de Carta Business, qui est l'entreprise accompagnée par le projet Diaspora, et CEO de Data Consulting KM.
Pourquoi j'ai cofondé Comores en ligne? Pour le comprendre, je vais vous donner un petit exemple de ma tante qui fait partie de la diaspora et qui a envoyé, comme la plupart de la diaspora, beaucoup d'argent aux Comores pour construire sa maison. Et 3 ans plus tard, quand elle est arrivée aux Comores, sa maison était censée finir. Et quand elle est partie, elle s'est rendue compte que sa maison, elle était à un stade de fondation. Donc, Comores en ligne, aujourd'hui, permet à la diaspora, peu importe là où elle se trouve, d'acheter directement les matériaux de construction dans notre site Internet, d'acheter aussi des produits de consommation, de plusieurs produits comme des recharges de crédit. Et nos équipes aux Comores s'occupent de la livraison dans les 3 îles. J'ai également créé Carta Business parce que on sait tous que la diaspora a un peu du mal à investir au pays par manque de visibilité de ses stocks parce qu'elle est à distance, de sa comptabilité, de sa trésorerie, de ses ventes. Et aujourd'hui, Carta Business est un ERP qui permet à la diaspora d'investir au pays sereinement tout en ayant la visibilité sur ses stocks, sa comptabilité, sa trésorerie. Et pourquoi j'ai aussi créé Data Consulting KM? Parce que quand on a lancé Comores en ligne, on avait vraiment du mal à avoir un profil sur le numérique. Et aujourd'hui, avec Data Consulting KM, nous créons des agents IA métiers comme un Community Manager IA, un assistant comptable IA ou un assistant commercial IA. Tous ces projets-là que je mène, ce n'est pas des projets qui sont théoriques pour moi. Ça fait vraiment partie de moi. Ça a façonné la façon dont j'ai grandi. Parce que moi, j'ai grandi entre une mère aux Comores et un père en France. J'ai rêvé de créer un pont entre ma mère et mon père. Et aujourd'hui, à travers mes entreprises, j'essaie de créer ce pont-là entre la diaspora et le local pour permettre à la diaspora, peu importe là où elle se trouve, de continuer à investir dans le continent comme si elle y était, tout simplement. Merci. Merci beaucoup, Justina. On va peut-être essayer de prendre quelques questions, organiser un petit échange avec la salle. Voilà, donc si vous avez des questions pour l'une de nos 3 intervenantes, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a un micro qui va circuler. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Poser une question? Sinon, non. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cet échange. J'ai une question pour le modérateur, parce que je pense qu'on a vraiment besoin justement des institutionnels pour pouvoir aussi donc, promouvoir à la fois l'entrepreneuriat et l'investissement des diasporas. Donc, je sais qu'Expertise France travaille beaucoup sur les sujets justement d'appui à l'entrepreneuriat des diasporas, notamment avec Meet Africa. Et qui avait aussi donc un aspect financement des entreprises, notamment avec de l'amorçage. Ce qu'on comprend des échanges, c'est que c'est nouveau, hein, donc à la fois l'entrepreneuriat et l'investissement, et qui a besoin justement donc d'un accompagnement institutionnel. Je voulais savoir où Expertise France en était en fait de sa vision sur le sujet, notamment sur le développement de partenariats publics-privés, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus aussi d'investissements privés qui se fait, et notamment dans le développement de nouveaux produits financiers, comme par exemple la garantie, parce que c'est vrai que la diaspora veut investir, mais elle a peur, ou même d'autres instruments financiers. Merci. Merci Warda pour cette question. Effectivement, c'est un sujet clé, celui du financement. On va de plus en plus loin, nous, de plus en plus en profondeur sur l'appui au secteur privé, notamment sur nos projets d'appui à la diaspora, sur les suites qui sont envisagées, notamment pour Meet Africa. On compte aller sur un soutien aussi aux investisseurs de la diaspora, donc comme on disait, qui commencent vraiment à s'organiser. On l'a vu avec l'exemple de Siwara Capital, mais aussi des associations de business angels. Donc nous, on est là pour accompagner les acteurs privés, pour accompagner les acteurs publics aussi, parce qu'il y a des fonds de garantie qui
sont mis en place aussi bien sûr par les pouvoirs publics dans les différents pays. On travaille notamment on a soutenu le Cameroun, plusieurs ministères, dont le MINREX, le ministère des Relations extérieures, qui travaille sur un fonds de garantie qui s'est inspiré un peu de l'expérience des dispositifs qui existaient dans d'autres pays. Donc c'est effectivement un enjeu important sur lequel on se mobilise de plus en plus et qui sera un axe important, notamment sur les suites de Meet Africa. Je ne sais pas si on a notre directrice avec nous, donc qui a une vision un peu plus globale que moi. Si tu souhaites peut-être, Séverine. Non, pour dire effectivement, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et en fait on a à Expertise France beaucoup de projets et on a des projets qui essayent de traiter la question de différents angles. En particulier, par exemple, on a le projet DIASDEV avec lequel on travaille avec les caisses des dépôts pour essayer de monter des produits financiers pour catalyser l'épargne de la diaspora. On a des projets sur lesquels on va, comme IYBA, sur lesquels on va plus travailler d'un côté sur la structuration des écosystèmes, mais qui a son pendant financier plutôt mené par des structures comme Proparco, comme des vraies banques de développement. Donc c'est vrai que c'est un problème qu'on essaye d'approcher de toutes les manières possibles, parce que c'est complexe. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Oui, Marie. Bonjour à tous et à toutes. J'ai une question pour Justina, qui est entrepreneur. Je souhaiterais savoir quel est le véhicule financier pour une entreprise comme la tienne qui pourrait convenir justement pour répondre à tes besoins sur cet entrepreneuriat double espace. Merci. Merci Marie. Alors, pour donner un exemple beaucoup plus concret, mon projet Carta Business est accompagné par Expertise France, ce qui nous permet aujourd'hui, on est incubé du coup par Cage Business School et Comore Lab aux Comores. Et nos équipes ici qui sont en France, on part souvent chez Cage pour travailler. On a un espace de coworking chez Cage. Et ceux qui sont aux Comores aussi partent à Comore Lab et ils bénéficient de la connexion Internet gratuitement et beaucoup plus d'outils. On a accès grâce à ce programme à des juristes quand on a des questions sur la structuration de notre entreprise. On a accès à des coachs. Et aussi, ce projet aussi a été accompagné financièrement, ce qui nous donne aujourd'hui un grand élan. Si on allait faire 3 ans pour avoir notre ERP qui est vraiment adapté à la réalité africaine, aujourd'hui, au bout de 6 mois, on aura cet ERP-là. Donc, c'est un accompagnement qui est bénéfique, que ce soit techniquement et financièrement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Non. Donc, je vais peut-être, Nadiati, me tourner vers vous pour le mot de la fin, parce que on le sait, les acteurs publics ont aussi un peu ce rôle d'ensemblier au niveau des écosystèmes locaux. Donc voilà, on a eu votre regard d'acteur public, on a eu le regard de Philippine en tant qu'investisseur, et le regard aussi de Justina qui est entrepreneur. Pour vous, comment est-ce que, point de vue acteurs publics, mobilisation, fédération de cet écosystème, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus efficace pour renforcer ces écosystèmes, renforcer la collaboration avec les différents acteurs pour être toujours plus efficace dans le soutien à l'entrepreneuriat diasporique? Merci. Oui, la notion d'écosystème, elle est centrale. Et en tant qu'acteur public, justement, on peut avoir tendance à se dire nous sommes la puissance publique, nous suffisons à nous-mêmes. Et justement, ce serait la plus grosse erreur. On a parlé par exemple de véhicules financiers. Je trouve que le public a soit une certaine autorité. Le fait que le public s'intéresse à la question des diasporas, développe des produits pour la diaspora,
il faut aussi se servir de cette position pour embarquer avec nous, notamment par exemple les banques. Je pense que pour parler concret, un des gros problèmes de la diaspora, c'est que la diaspora ne réside pas dans le pays. Pour entrer dans le vif du sujet, quand vous allez vous présenter auprès d'une banque pour ouvrir un compte, la première chose qu'on va vous demander, c'est un justificatif de domicile. Si vous vous présentez auprès d'une banque aux Comores et que vous voulez obtenir un financement alors que vous vivez en France, par définition, vous n'êtes pas localisé dans le pays, vous pouvez disparaître du jour au lendemain, et donc vous êtes suspect, vous n'inspirez pas la confiance. Le fait de créer ce lien entre des investisseurs de la diaspora, parce qu'on les a identifiés, parce qu'on les connaît, parce qu'on les accompagne d'une manière ou d'une autre, ça permet en fait de leur apporter un certain crédit. Ceux qui entreprennent, c'est une catégorie à part, mais leurs entreprises sont établies dans le pays et ont une adresse dans le pays. Ceux qui s'intéressent à l'investissement et qui se joignent à des programmes également, on peut faire ce lien avec un certain nombre d'acteurs de l'écosystème qui leur permettront de pouvoir se voir offrir des solutions concrètes. Donc, se porter un peu caution, pas au sens bancaire du terme, mais au sens moral du terme, de la diaspora pour donner cette envie à l'écosystème de s'intéresser à la question. Aujourd'hui, nous, aux Comores, on est très fiers de voir que la Banque centrale, aujourd'hui, développe des programmes dédiés à la diaspora à travers leur direction sur l'inclusion financière. On est très fiers de voir également que certaines banques privées qui sont implantées dans le pays aujourd'hui développent des produits, trouvent des solutions pour pouvoir ouvrir des comptes et offrir des solutions de financement. On a parlé des incubateurs, l'accompagnement est financier, non financier, mais il faut vraiment se faire un peu le porte-voix de cette diaspora-là, se porter caution pour cette diaspora, pour embarquer avec nous l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit public ou privé, en étant une porte d'entrée et en donnant accès à la diaspora à tous les acteurs qui peuvent leur permettre de structurer leurs projets, de développer leurs projets, d'investir dans des projets, de savoir qui sont les entreprises qui sont présentes sur place, etc. etc. Donc, voilà, l'écosystème, structurer, construire l'écosystème et se porter caution de la diaspora auprès de l'écosystème, ça c'est central. Très, très belle conclusion. Un grand merci. Encore une fois, Nadjati, un grand merci Philippine, un grand merci Justina pour la qualité de cet échange. Un grand merci aussi à vous toutes et tous de nous avoir écoutés, d'avoir participé à cet échange. Et voilà, bonne suite d'Emerging Valley à toutes.